Dans cette vidéo, nous allons développer le deuxième exemple que nous avions vu, à savoir celui qui se rapportait à un plan de type croisé. Dans cet exemple, les participants devaient mémoriser des séries de chiffres et on déterminait quel était le nombre de chiffres qu'ils étaient capables de retenir en fonction de la condition, qui pouvait varier suivant le type de série. Les séries étaient soit présentées de manière ordonnée, soit de manière aléatoire, et aussi en fonction du temps de présentation. Les participants avaient 10, 20 ou 30 secondes pour mémoriser les séries en fonction de la condition. On a donc une variable dépendante de type scale, deux variables indépendantes de type catégoriel. Le type de série est une variable à deux modalités et le temps de présentation une variable à trois modalités. Et donc, on pourrait pencher pour une ANOVA à deux facteurs. Comme vous le savez, pour envisager plusieurs facteurs dans une ANOVA, il faut nécessairement qu'on ait des bonnes raisons de suspecter une interaction entre les différents facteurs. Et c'est bien le cas dans cet exemple, puisqu'on s'attend à ce que l'effet du type de série s'estompe lorsque le temps de présentation augmente. On est donc bien en présence d'un design 2x3 avec interaction suspectée entre les deux facteurs et une VD scale, ce qui nous amène bien à envisager une ANOVA à deux facteurs. De plus, le fait que les participants étaient successivement exposés à chacune des conditions nous amenait à comprendre que c'étaient les mêmes individus statistiques qu'on retrouvait dans toutes les modalités et donc qu'on était bien en présence d'un plan croisé. Vous connaissez deux types d'approches pour les ANOVA à deux facteurs, l'approche a priori et l'approche a posteriori. Et le seul moyen de savoir quelle est l'approche pour laquelle on va opter ici, eh bien, c'est de décortiquer correctement les hypothèses. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En ce qui concerne l'effet principal du type de série, on précise qu'on s'attend à ce que les participants soient capables de mémoriser plus de chiffres lorsque les séries sont présentées de manière ordonnée. On a donc une hypothèse de type unilatéral, puisqu'on précise à l'avance le sens de la différence, et dans la mesure où ce facteur n'a que deux modalités, nécessairement, on a une idée à l'avance d'où est-ce qu'on s'attend à observer une différence. Ce sera forcément entre les deux conditions envisagées. Ce morceau de phrase nous précise qu'on s'attend à ce qu'il y ait un effet d'interaction entre le type de série et le temps de présentation, et on ne se contente pas de dire que l'effet du type de série différera en fonction du temps de présentation. On précise clairement qu'on observera un estompement, c'est-à-dire que plus le temps de présentation sera élevé, moins l'effet du type de série sur le nombre de chiffres connus sera important. On constate ici qu'on s'attend à ce qu'il y ait une certaine composante linéaire de l'interaction qui soit présente. Pourquoi linéaire? Eh bien parce qu'il y a une évolution constante lorsqu'on passe d'une modalité à l'autre du facteur temps de présentation. En ce qui concerne l'effet principal du temps de présentation, on précise qu'on s'attend à ce que plus le temps de présentation augmente, plus le nombre de chiffres reconnus soit important. Ce qui là aussi relève d'une composante linéaire, puisque à nouveau, on a une évolution qui est constante lorsqu'on passe d'une modalité à l'autre du facteur temps de présentation. Le fait de s'attendre à observer des effets linéaires, tant au niveau de l'effet principal du facteur temps qu'au niveau de l'interaction, nous amène à opter pour une approche de type a priori. Dans la mesure où on a un design 2x3, contenant donc 6 croisements de modalités possibles, on aura besoin de définir en tout 5 contrastes. Il y aura un contraste qui se rapportera à l'effet principal du facteur type, puisque ce dernier contient deux modalités. Il y aura deux contrastes qui vont se rapporter à l'effet principal du facteur temps, ce dernier contenant trois modalités, et les deux derniers contrastes se rapporteront à l'interaction entre les deux facteurs. En ce qui concerne l'ordre des colonnes, je ne l'ai pas choisi par hasard, j'ai en fait choisi exactement le même ordre que celui d'apparition des colonnes dans la base de données du fichier chiffres.omv. C'est un petit truc que je vous donne, essayez de toujours respecter l'ordre des colonnes, simplement parce que ça vous facilitera la vie pour plus tard, comme vous le verrez lorsqu'on calculera des scores W sur lesquels je reviendrai plus tard. Le facteur type de série ne contenant que deux modalités, il conviendra d'établir des codes contrastes qui permettront de comparer toutes les séries ordonnées à toutes les séries aléatoires. Une solution tout à fait adéquate consiste à donner le code +1 à toutes les séries ordonnées et le code -1 à toutes les séries aléatoires. Comme vous le savez, on aurait très bien pu faire exactement le contraire, mettre le code +1 aux séries aléatoires et le code -1 aux séries ordonnées. La conséquence aurait été que le signe de la statistique, et donc de C1 également, à la fin, aurait été opposé au signe qu'on va voir dans notre sortie lorsqu'on calculera des scores WKI sur lesquels je reviendrai plus tard. En ce qui concerne l'effet principal du facteur temps, celui-ci contient trois modalités, et comme dans l'énoncé on a une indication du fait qu'on s'attend à un effet linéaire du temps sur le nombre de chiffres reconnus, on définira des contrastes polynomiaux. Lorsqu'on définit des contrastes polynomiaux, le premier contraste est généralement celui qui va traduire un effet linéaire, soit un contraste de type -1, 0, 1,
Et le deuxième contraste sera défini de sorte à être indépendant du premier. Pour ces deux, j'utilise le code -1 pour toutes les séries avec 10 secondes de présentation, le code 0 pour toutes les séries avec 20 secondes de présentation et le code +1 pour toutes les séries avec 30 secondes de présentation. À nouveau, plutôt que d'utiliser des codes -1, 0, 1, j'aurais pu utiliser des codes 1, 0, -1. La seule conséquence aurait été que le signe du contraste et de la statistique T aurait été opposé au signe qu'on va obtenir en utilisant les codes -1, 0, 1. Pour s'assurer que C3 soit bien indépendant de C2, une solution consiste à regarder quel est le groupe pour lequel on a attribué le code 0 au niveau de C2, à savoir les groupes séries avec 20 secondes de présentation, et d'opposer ce groupe à tous les autres. Je vais donc établir des codes contrastes en respectant les règles habituelles de définition des codes contrastes, de sorte à comparer les séries à 20 secondes à toutes les autres séries, soit aux séries à 10 et 30 secondes. C'est ainsi que je définis les codes -1, 2, -1, -1, 2, -1. Il ne reste plus qu'à établir les codes contrastes qui se rapportent à l'interaction. Et pour ce faire, nous allons multiplier les codes contrastes qui se rapportent à un des facteurs par des codes contrastes qui se rapportent à l'autre facteur. En premier, on pourrait multiplier C1 se rapportant à l'effet principal du facteur type avec C2 se rapportant à l'effet principal du facteur temps. C'est ce qu'on va faire au niveau de C4. Et ça va donner -1 fois -1 égale 1, -1 fois 0 égale 0, etc. Vous pourrez noter qu'on observe bien le fait qu'il s'agit d'une composante linéaire, au fait qu'on a des codes de type 1, 0, -1, -1, 0, 1, et on voit bien que ce code se rapporte à l'interaction, au fait qu'en fonction de la modalité du facteur type dans laquelle on se trouve, on n'a pas les mêmes codes. Au niveau de C5, on va multiplier les codes contrastes de C1 se rapportant à l'effet principal du facteur type avec les codes contrastes de C3 se rapportant à l'effet principal du facteur temps. Et cela va donner -1 fois -1 égale 1, -1 fois 2 égale -2, etc. pour toute la ligne. On voit qu'on est en train d'étudier une composante quadratique d'un effet, au fait qu'on compare un des groupes à tous les autres. En effet, on compare les séries 20 secondes d'une part aux séries 10 et 30 secondes d'autre part. De plus, on voit qu'il s'agit bien d'une composante d'une interaction, au fait que si on regarde les codes pour les séries aléatoires, ils ne sont pas identiques à ceux pour les séries ordonnées. On a en effet les codes 1, -2, 1 pour la série aléatoire et -1, 2, -1 pour la série ordonnée. Comme on vous suggère toujours de le faire, pour chaque contraste, on va se demander si on s'attend oui ou non à rejeter l'hypothèse nulle, et surtout est-ce qu'on a défini des hypothèses de type uni ou bilatéral. En ce qui concerne l'effet principal du facteur type, on ne se contente pas de dire qu'on s'attend à observer une différence entre les deux types de séries. On spécifie bien dans quel sens on s'attend à observer une différence. En effet, on s'attend à ce que la moyenne du nombre de chiffres reconnus soit plus élevée avec les séries ordonnées. On va donc bien définir des hypothèses de type unilatéral pour C1, et bien sûr, dans la mesure où C1 traduit une des hypothèses du chercheur, on va s'attendre à rejeter l'hypothèse nulle. En ce qui concerne l'effet principal du temps de présentation, on ne se contente pas de dire que le nombre de chiffres va évoluer de manière constante en fonction du temps, on précise très clairement dans quel sens on s'attend à ce que le nombre de chiffres restitués évolue. On s'attend à une augmentation. On aura donc bien une hypothèse de type unilatéral pour C2, et bien sûr, puisque C2 traduit une des hypothèses du chercheur, on s'attendra à rejeter l'hypothèse nulle. C3 étant défini de sorte à être indépendant de C2, il ne correspond pas à une hypothèse de recherche. C'est un contraste qu'on a défini dans le but de s'assurer qu'il n'y ait pas de différence ailleurs qu'à l'endroit suspecté au niveau de C2. Dès lors, on va définir des hypothèses de type bilatéral et on va s'attendre à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Et c'est seulement si on a un rejet de l'hypothèse nulle pour C2 et un non-rejet de l'hypothèse nulle pour C3 qu'on pourra valider l'hypothèse qui se rapporte à l'effet principal du facteur temps. Enfin, pour l'interaction, on ne se contente pas de dire que l'effet du type de série sera différent en fonction du temps de présentation, on spécifie bien dans quel sens va évoluer l'effet du facteur type. Il va s'estomper. Autrement dit, la différence entre les séries ordonnées et aléatoires va diminuer à mesure que le temps de présentation augmente. Et dans la mesure où on connaît le sens de l'évolution de l'effet du facteur type de série, on va définir pour C4 une hypothèse de type unilatéral. Et on va s'attendre bien sûr à rejeter l'hypothèse nulle puisque cela correspond bien à une hypothèse de recherche. C5 est défini de sorte à être indépendant de C4 et ne traduit donc pas une hypothèse de recherche. On va espérer que le seul endroit de la différence se situe au niveau de la composante linéaire de l'interaction.
Et à chaque fois que nos attentes sont un non-rejet de l'hypothèse nulle, on définit des hypothèses de type bilatéral. On a maintenant toutes les informations nécessaires en vue d'écrire les hypothèses nulles et alternatives qui se rapportent à chacun des contrastes. Et on va commencer par C3 et C5 parce que ce sont les hypothèses les plus faciles à constituer, tout simplement parce qu'il s'agit d'hypothèses de type bilatéral. Or, lorsqu'on définit des hypothèses de type bilatéral, l'hypothèse alternative sera que le contraste est différent de 0 et l'hypothèse nulle sera que le contraste est égal à 0. C'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on a des hypothèses unilatérales. On va donc décortiquer à nouveau les différentes hypothèses qui se rapportent au contraste C1, C2 et C4 pour voir quel est le sens attendu du contraste. C1 se rapporte à l'effet principal du facteur type. Or, on a vu qu'on s'attendait à ce que le nombre de chiffres reconnus soit plus grand pour les séries ordonnées. Autrement dit, la moyenne pour les séries ordonnées est attendue comme étant supérieure à la moyenne pour les séries aléatoires. Si on s'attend à ce que la moyenne des séries ordonnées soit supérieure à la moyenne des séries aléatoires, eh bien, on s'attend à ce que la différence entre les moyennes des séries ordonnées et aléatoires soit nécessairement supérieure à 0. Je peux réécrire la dernière expression comme ceci, une fois moyenne des séries ordonnées moins une fois moyenne des séries aléatoires, de sorte à mettre en évidence les codes contrastes. On a bien du plus 1 pour les séries ordonnées et du moins 1 pour les séries aléatoires. Et on voit dès lors bien que nos attentes sont que le contraste soit supérieur à 0. Pour rappel, le signe du contraste sera toujours égal au signe de la somme des moyennes pondérées par les codes contrastes. C'est donc bien exactement ce que je viens de faire. Et donc j'en déduis que je vais avoir comme hypothèse alternative que C1 est supérieur à 0, et comme l'hypothèse nulle sera toujours définie par opposition à l'hypothèse alternative, j'écrirai que C1 est inférieur ou égal à 0 au niveau de l'hypothèse nulle. C2 se rapporte à l'effet principal du facteur temps. En ce qui concerne l'effet principal du facteur temps, on s'attend à ce que plus le temps de présentation soit important, plus le nombre de chiffres reconnus soit également important. Autrement dit, on va s'attendre à ce que la moyenne dans la condition 30 secondes soit supérieure à la moyenne dans la condition 20 secondes, étant elle-même supérieure à la moyenne dans la condition 10 secondes. Si j'écris la somme des moyennes pondérées par les codes contrastes, je me retrouve avec une fois la moyenne des séries à 30 secondes, plus 0 fois la moyenne des séries à 20 secondes, moins une fois la moyenne des séries à 10 secondes. Dans la mesure où je pense que la moyenne à 30 secondes sera supérieure à la moyenne à 10 secondes, eh bien je vais m'attendre à ce que cette somme pondérée soit supérieure à 0. Et du coup, j'en déduis que pour ces deux, l'hypothèse alternative sera que le contraste est supérieur à 0. Et par opposition, l'hypothèse nulle sera que le contraste est inférieur ou égal à 0. Enfin, en ce qui concerne C4, qui se rapporte à une composante de l'interaction, nos attentes étaient que l'effet du type de série va s'estomper lorsque le temps de présentation augmente. On sait que dans l'ensemble, on s'attend à ce qu'on soit capable de se rappeler de plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires. Autrement dit, pour tous les temps de présentation, la différence entre les séries ordonnées et aléatoires devrait être positive, mais elle devrait être de plus grande amplitude à 10 secondes qu'à 20 secondes et de plus grande amplitude à 20 secondes qu'à 30 secondes. On va traduire tout cela mathématiquement. Si j'écris la somme de toutes les moyennes pondérées par les codes contrastes, je me retrouve avec une fois la moyenne des séries aléatoires à 10 secondes, moins une fois la moyenne des séries aléatoires à 30 secondes. J'ai sauté la moyenne des séries aléatoires à 20 secondes simplement parce que 0 fois une moyenne, ça fait 0. Moins une fois la moyenne des séries ordonnées à 10 secondes, plus une fois la moyenne des séries ordonnées à 30 secondes. Et je me demande si cette somme pondérée devrait être supérieure ou inférieure à 0. Pour le déterminer, je vais dans un premier temps déplacer les termes de l'addition. Voilà de quelle manière j'ai déplacé les termes. J'ai simplement mis le dernier en premier et le premier en dernier. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, pour rassembler en fait les moyennes qui se rapportent aux conditions 30 secondes à gauche et les moyennes qui se rapportent aux conditions 10 secondes à droite. Je vais m'assurer d'avoir la différence entre les séries ordonnées et les séries aléatoires des deux côtés. C'est déjà le cas pour les deux premiers termes, puisque j'ai moyenne des séries ordonnées à 30 secondes moins moyenne des séries aléatoires à 30 secondes. Par contre, pour avoir la différence qui se met en évidence aussi avec les deux derniers termes, eh bien, je dois mettre en évidence le signe négatif dans la mesure où je m'attends à ce que la différence entre les séries ordonnées et aléatoires soit de plus petite amplitude à 30 secondes qu'à 10 secondes, et que je sais que cette différence sera positive, eh bien je me retrouve avec un terme positif moins un terme positif plus grand. Et il en résulte évidemment une différence qui est négative.
J'en déduis donc que mes attentes pour C4 soient que le contraste est inférieur à 0. Et comme l'hypothèse nulle est définie par opposition à l'hypothèse alternative, j'écrirai comme hypothèse nulle que C4 est supérieur ou égal à 0. Puisqu'à présent nous savons exactement ce que nous allons vouloir tester, on va pouvoir se rendre dans la base de données et le faire. Bien sûr, comme toujours, avant de faire le test pour vérifier la significativité de chacun des contrastes, il va falloir vérifier si on est bien dans des bonnes conditions pour le faire. Il y a deux conditions d'application possibles lorsqu'on est dans une approche de type ANOVA à mesure répétée. Il y a d'abord la condition de normalité au sein de chaque groupe, que vous connaissez déjà bien et qu'on pourra vérifier à l'aide de QQplot. Ensuite, il y a une autre condition qui s'appelle la sphéricité des données, qui correspond à l'homogénéité des variances et des covariances. Repensez à la condition d'homogénéité des variances qu'on avait vue dans le contexte des échantillons indépendants. Cette condition consistait à dire que tous les échantillons étaient extraits de populations ayant la même variance. Eh bien, la sphéricité, c'est le fait que non seulement les échantillons sont extraits de populations ayant la même variance, mais également qu'il n'y ait pas de différence significative entre les covariances de toutes les paires d'échantillons possibles. Je n'insiste pas plus que ça sur cette condition, tout simplement parce qu'il s'agit d'une condition que nous devons vérifier uniquement lorsqu'on est dans une approche de type a posteriori. Lorsqu'on définit des codes contrastes, seule la condition de normalité au sein de chaque groupe doit être vérifiée. Et c'est donc ce que je vais faire tout de suite. Pour ce faire, je me rends dans Analysis Exploration Descriptives. Je fais passer mes 6 variables, qui correspondent en fait à chaque croisement de modalités, donc aux 6 conditions définies par le design. Et dans Plots, je vais aller cocher le QQplot. Dans Statistics, vous pouvez également demander le test de Shapiro-Wilk. On va commencer par regarder le QQplot. Vous noterez que pour chacun des groupes, on a des points qui ne semblent pas très bien collés avec la diagonale. De plus, on a une espèce de structure en escalier. Vous pouvez noter que les points forment des paliers à différentes hauteurs, ce qui est très typique des cas où les variables se distribuent de manière discrète. Or, comme vous le savez, une variable discrète ne peut par définition pas se distribuer normalement. Une distribution normale est nécessairement une distribution continue. Ce ne serait pas très grave qu'il y ait des écarts à la condition de normalité s'il y avait au moins 30 sujets par groupe, mais vous pourrez constater dans les descriptifs qu'il n'y a que 10 sujets par groupe. On a donc des petits échantillons et une condition de normalité qui ne semble pas respectée. Notez que si vous regardez le test de Shapiro-Wilk, vous serez amené à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle pour chacun des groupes. Méfiez-vous de ce résultat à partir du moment où les échantillons sont très petits. Vraisemblablement, il y a un problème de puissance ici. En effet, le test de Shapiro-Wilk ne sera pas nécessairement puissant pour détecter tous les écarts à la condition de normalité si les échantillons sont trop petits. Et c'est vraisemblablement cela qui explique le non-rejet de l'hypothèse nulle. En situation réelle, il serait très peu conseillé de poursuivre les analyses. Je vais cependant le faire, puisque mon objectif est de vous montrer comment réaliser une ANOVA dans Jamovi. Ceci dit, gardez à l'esprit qu'en situation réelle, pour avoir des résultats qui soient fiables, il faut soit que la condition de normalité ne semble pas violée, soit qu'il y ait un nombre suffisamment important de sujets dans chacun des groupes. Juste avant d'enfin tester la significativité de chacun des contrastes, je vais faire une dernière petite analyse descriptive. Je vais réaliser des boîtes à moustaches pour les scores de chaque condition, et ce en vue de déterminer si dans certaines conditions, il y aurait des scores qui semblent extrêmement élevés ou au contraire extrêmement faibles. Analysons les différents boxplots. Pour le premier, on n'observe aucune valeur extrême. Pour le deuxième, il semble y avoir une observation pour laquelle le score est extrêmement bas. Dans la condition aléatoire avec 20 secondes de présentation, il y a un sujet qui a restitué un nombre de mots qui semble extrêmement faible par rapport aux autres sujets dans cette même condition. Dans la mesure où ce score est cependant un score plausible, il est tout à fait possible de n'être capable de restituer que 3 mots dans cette condition, on n'a pas de certitude qu'il s'agisse d'une erreur d'encodage, et donc on va faire le choix méthodologique de ne pas écarter cette observation pour la suite des analyses. Dans la condition aléatoire avec 30 secondes, il n'y a pas de score extrême, et vous pourrez noter que pour toutes les conditions avec des séries ordonnées, on n'observera pas non plus de score extrême. On peut enfin envisager de réaliser des tests en vue de tester la significativité de chacun des contrastes. Il va falloir au préalable préparer la base de données pour prendre en compte le fait qu'il existe une dépendance entre certains scores due à la présence de mesures répétées. Pour les plans nichés, on se contentait de calculer un score composite, W0i,
Et pour rappel, ce score se calculait en additionnant toutes les mesures répétées et en divisant la somme de toutes les mesures répétées par la racine carrée du nombre de mesures répétées. Notez qu'en calculant ce score composite, on gomme la différence entre les 6 mesures répétées par individu. Autrement dit, on gomme la différence entre tous les croisements de modalités des facteurs possibles, si bien qu'on n'est plus capable d'appréhender l'effet des différents facteurs du design. Par contre, ce score W0i, après transformation, correspondra au bêta 0 dans le modèle augmenté de notre équation de prédiction. En plus de ce score W0i, de sorte à pouvoir tester la significativité de chacun de nos contrastes, on va devoir définir d'autres scores qu'on appellera WKI. Je vous avais déjà dit précédemment que le score W0i était un cas particulier de ce score WKI, dont voici la formule générale, et je vous avais déjà dit à ce moment-là que le delta H pouvait être remplacé par des codes contrastes. C'est exactement ce qu'on va faire. Pour tester la significativité du premier contraste, on va calculer un score W1i dans lequel on remplacera les delta H par les codes contrastes de C1. Pour tester la significativité de C2, on fera la même chose en utilisant les codes contrastes de C2, etc. pour tous les contrastes. Les moyennes de toutes les variables WKI qu'on aura créées correspondront aux coefficients associés à chacun des contrastes. Rendez-vous dans la base de données chiffres, nous allons calculer tous les scores de W0i jusqu'à W5i. Je vais commencer par cliquer sur une zone grisée au-dessus d'une colonne vierge, suivie de New Computed Variable. Je vais créer une nouvelle variable que j'appelle W0i. Et comme vous l'aurez compris, nous allons additionner les 6 mesures répétées par individu statistique et diviser le tout par la racine carrée de 6. Je place donc les parenthèses, puisque comme je l'ai déjà rappelé, la division a toujours priorité sur l'addition, et donc pour s'assurer que ce soit bien l'ensemble de la somme qui soit divisée, eh bien je dois mettre toute la somme entre parenthèses. Je vais à l'intérieur de mes parenthèses, je clique sur le symbole de la fonction, et je vais double-cliquer sur la variable aléatoire 1. J'introduis un plus, je clique sur la variable aléatoire 2, etc. jusqu'à avoir introduit les 6 mesures répétées. Ensuite, je divise le tout par la racine carrée de 6. À présent, je vais calculer tous les scores WKI. Comme vous pouvez le constater ici, le calcul des scores WKI se fera en additionnant les mesures répétées qui ont été pondérées par les codes contrastes et en divisant ensuite cette somme par la racine carrée de la somme du carré de chacun des codes contrastes. Si on commence à appliquer ceci pour le premier contraste, eh bien, on devra pondérer chacune des mesures répétées se rapportant à une série aléatoire par -1, chacune des mesures répétées se rapportant à une série ordonnée par +1, et ensuite, il faudra diviser cette somme par la racine carrée de la somme de tous ces termes élevés au carré, ce qui donne 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, égale 6. Pour créer une nouvelle variable, je peux cliquer sur la flèche ici vers la droite, suivie de New Computed Variable. Je vais appeler W1i la nouvelle variable et je vais appliquer le calcul que je viens de détailler. Entre parenthèses, je vais spécifier la somme pondérée des mesures répétées, donc je reclique sur le symbole de la fonction. J'avais dit qu'il fallait multiplier par -1 toutes les mesures répétées se rapportant à une série aléatoire. Je vais donc écrire moins aléatoire 1, moins aléatoire 2, moins aléatoire 3. Je dois pondérer par +1 toutes les mesures répétées se rapportant à une série ordonnée. Je vais donc introduire plus ordonnée 1, plus ordonnée 2, plus ordonnée 3. Et ensuite, je divise toute cette somme par la racine carrée de 6. Passons à présent à W2i. Vous voyez que les mesures répétées qui se rapportent aux conditions 10 secondes sont pondérées par -1, celles qui se rapportent aux conditions 20 secondes sont pondérées par 0, et celles qui se rapportent aux conditions 30 secondes sont pondérées par +1. Je retourne dans ma base de données. Je vais à nouveau cliquer sur la flèche de droite suivie de New Computed Variable et j'appelle la nouvelle variable W2i. Entre parenthèses, je vais calculer la somme pondérée des mesures répétées. Je vais avoir moins aléatoire 1, plus 0 fois aléatoire 2, ce que je ne suis pas obligé d'introduire puisqu'un nombre multiplié par 0 est égal à 0, plus aléatoire 3, moins ordonnée 1, de nouveau plus 0 fois ordonnée 2, donc je ne suis pas obligé d'introduire ce terme, plus ordonnée 3. Si je fais la somme du carré de tous les codes contrastes, cela va donner 1, plus 0, plus 1, plus 1, plus 0, plus 1, soit 4. Je vais donc introduire racine de 4 dans ma fonction.
Et voici. À présent, nous allons calculer W3I. Voici les codes du troisième contraste. Moins 1 pour toutes les séries à 10 et 30 secondes, et plus 2 pour toutes les séries à 20 secondes. Je crée une nouvelle variable, New Computed Variable, que j'appelle W3I. Je vais commencer par introduire entre parenthèses la somme pondérée des mesures répétées, et je vais donc obtenir moins aléatoire 1, plus 2 fois aléatoire 2, moins aléatoire 3. Moins ordonnée 1, plus 2 fois ordonnée 2, moins ordonnée 3. Ensuite, cette somme pondérée va être divisée par une racine carrée, plus précisément par la racine carrée de la somme du carré des codes contrastes de ces trois, ce qui va donner 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 4 plus 1 égale 12. Je vais donc introduire racine carrée de 12 dans mon calcul. Passons à W4I. Je crée une nouvelle variable et vous commencez à comprendre le principe. Je vais aller chercher les codes de ces quatre et je vais les utiliser pour pondérer chacune des mesures répétées. Voici les codes dans l'ordre 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 1. Dans mon menu, j'introduis donc entre parenthèses une fois aléatoire 1 plus 0 fois aléatoire 2 moins une fois aléatoire 3 moins une fois ordonnée 1 plus 0 fois ordonnée 2 plus une fois ordonnée 3. Tout ça doit être divisé par la racine carrée de 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4. Il ne nous manque plus que W5I, donc pour la dernière fois, je vais cliquer sur la flèche ici, New Computed Variable, j'appelle ma variable W5I, et entre parenthèses, je vais pondérer chacune des mesures répétées, respectivement par 1, moins 2, 1, moins 1, 2 et moins 1. J'ai donc une fois aléatoire 1, moins 2 fois aléatoire 2, plus une fois aléatoire 3, moins une fois ordonnée 1, plus 2 fois ordonnée 2, moins une fois ordonnée 3. Le tout sera divisé par la racine carrée de 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 4 plus 1 égale 12. Nous avons à présent calculé toutes nos variables WKI et celles-ci vont nous permettre de tester la significativité de chacun des contrastes, puisque comme je l'ai déjà dit, la moyenne de chacune de ces variables correspondra au coefficient associé à chacun des contrastes. Comme vous le savez, si un contraste n'apporte strictement rien dans un modèle, le coefficient qui lui est associé sera égal à 0. Au contraire, si on parvient à démontrer que ce coefficient est significativement différent de 0, on en déduira que le contraste apportait significativement quelque chose au modèle. Il va donc suffire de comparer la moyenne de chacune des variables WKI à 0 pour déterminer si chacun des contrastes qui se rapportent à ces variables WKI est significatif ou pas. Dans le cours de NAT 1, vous aviez vu un test qui permettait de comparer la moyenne d'une variable à une constante. Il s'agissait du One Sample T-Test. Nous allons donc passer par ce menu pour tester la significativité de chacun des contrastes. Attention, n'oubliez pas que pour certains contrastes, on avait des hypothèses de type unilatéral. Pour C1 et C2, on s'attend à ce que le coefficient associé au contraste soit significativement supérieur à 0. On va donc bien spécifier cette hypothèse dans le menu du test T. Pouvez-vous rendre dans T-Tests, One Sample T-Test. Dans le menu, nous allons faire passer les variables W1i et W2i dans la zone des variables dépendantes et au niveau de l'hypothèse, nous allons bien spécifier nous attendre à ce que la moyenne de ces deux variables soit significativement supérieure à 0. Vous pouvez noter que pour les deux contrastes, on a une p-valeur inférieure au risque alpha, ce qui nous amène à rejeter l'hypothèse nulle. Pour C1, on écrira ceci. La statistique T, associée à 9 degrés de liberté, est égale à 2.087 et est associée à une p-valeur de 0.033, comme on peut le voir ici, ce qui amène un rejet de l'hypothèse nulle. Le rejet de l'hypothèse nulle nous amène à conclure que, effectivement, les participants se rappellent de significativement plus de mots en présence des séries ordonnées. Pour ces deux, j'écrirai ceci. La statistique T associée à 9 degrés de liberté est égale à 4.811 et est associée à une p-valeur qui est inférieure à 0.001, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle.
Je ne peux pas encore conclure par rapport à l'effet principal du facteur temps, car en effet, pour pouvoir valider l'hypothèse de recherche qui se rapporte à cet effet principal, j'ai besoin que non seulement C2 soit significatif, mais également que C3 soit non significatif. Pour C3 et C5, on a une hypothèse de type bilatéral. Dans le menu de Jamovi, nous allons donc faire passer les variables W3i et W5i et spécifier, pour ces deux variables-là, s'attendre à ce que la moyenne soit différente de 0. Vous pouvez noter que pour ces deux variables, la p-valeur est supérieure au risque alpha, ce qui nous amènera à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Pour ces trois, j'écrirai ceci. La statistique t, associée à 9 degrés de liberté, est égale à 0,302 et est associée à une p-valeur de 0,770, ce qui est supérieur au risque alpha et m'amène donc à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. Pour C5, j'écrirai que la statistique t associée à 9 degrés de liberté est égale à, je vais mettre 0, parce que comme vous le savez, ceci est une notation numérique qui veut dire moins 3,73 fois 10 exposant moins 17, donc ce qui est vraiment un nombre très très proche de 0, et est associé à une p-valeur qui est très proche de 1. Comme vous le savez, la p-valeur ne peut pas être exactement égale à 0 ou à 1, donc j'écrirai que la p-valeur est supérieure à 0,999 pour dire qu'elle est vraiment très proche de 1, ce qui entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. Je sais à présent que non seulement C2 est significatif, mais aussi que C3 est non significatif. Je peux donc enfin valider l'hypothèse qui se rapporte à l'effet principal du temps. Plus le temps de présentation des séries est important, plus le nombre de chiffres qu'on sera capable de mémoriser sera important. Pour C4, on s'attend à ce que le coefficient associé au contraste soit significativement inférieur à 0. Lorsque nous testerons la significativité du quatrième contraste, on fera donc passer la variable W4i et on spécifiera bien au niveau de l'hypothèse s'attendre à ce que la moyenne de cette variable soit significativement inférieure à 0. C5 étant non significatif, si je parviens à démontrer que le quatrième contraste est significativement inférieur à 0, je pourrai valider l'hypothèse qui se rapporte à l'effet d'interaction entre le type de série et le temps de présentation. Or, il s'avère qu'effectivement, C4 est significatif. Aux normes épiées, j'écrirai que la statistique t associée à 9 degrés de liberté est égale à moins 2,535 et est associée à une p-valeur de 0,016, ce qui m'amène à rejeter l'hypothèse nulle dans la mesure où cette p-valeur est inférieure au risque alpha. J'ai donc à présent tous les éléments nécessaires pour pouvoir conclure au fait que la composante linéaire de l'interaction est bien significative et elle va dans le sens de nos attentes, si bien que l'effet du type de série va s'estomper à mesure que le temps de présentation des séries va augmenter. On n'en a pas encore tout à fait terminé avec les analyses des contrastes, puisqu'on vient de voir qu'il y avait une composante de l'interaction qui était significative. Or, comme vous le savez, lorsqu'on a une interaction qui est significative, il convient d'analyser les effets simples. Pour ce faire, nous avons deux solutions. On peut étudier l'effet du temps séparément pour chaque type de série. Si on veut opter pour cette approche, on devra calculer des scores W, sur lesquels j'en viendrai dans quelques instants, de sorte à étudier les composantes linéaires et quadratiques de l'effet du temps, séparément pour les séries aléatoires et pour les séries ordonnées. On peut aussi opter pour l'autre approche qui consiste à étudier l'effet du type de série séparément pour 10, 20 et 30 secondes. Et dans ce cas, on pourra passer par le menu Paired Sample T-Test parce que la variable type de série ne contient que deux modalités. Nous allons envisager les deux approches. Nous allons commencer par étudier l'effet du temps séparément pour chaque type de série. On va commencer par les séries aléatoires. On ne prendra en compte, dans l'analyse des effets simples qui étudient l'effet du temps pour les séries aléatoires, que les mesures répétées qui correspondent à ces fameuses séries aléatoires, soit les variables aléatoire 10 secondes, aléatoire 20 secondes et aléatoire 30 secondes. Et nous allons pondérer chacune de ces mesures respectivement par -1, 0 et 1, lorsque j'étudierai la composante linéaire de l'effet simple, et par -1, 2 et -1, lorsque j'étudierai la composante quadratique de l'effet simple. Je me rends dans la base de données, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler WA1, A pour aléatoire, 1 parce que j'étudie la première composante de l'effet simple, à savoir la composante linéaire. Comme je l'ai dit, je ne vais prendre en compte que les mesures répétées qui se rapportent aux séries aléatoires,
Et je vais donc écrire moins aléatoire 1 plus 0 fois aléatoire 2 plus 1 fois aléatoire 3. Comme toujours, ceci va être divisé par la racine carrée de la somme du carré des pondérations. J'ai donc moins 1 au carré plus 1 au carré, ce qui me donne racine carrée de 2. Je vais ensuite créer la composante quadratique de l'effet simple. Je crée une nouvelle variable que je vais appeler WA2. Et je vais pondérer les mesures répétées qui se rapportent aux séries aléatoires, respectivement par moins 1, 2 et moins 1. Ce qui donne moins aléatoire 1 plus 2 fois aléatoire 2 moins aléatoire 3. À nouveau, je vais diviser tout ceci par une racine carrée et je vais calculer la somme de moins 1 au carré, 2 au carré et moins 1 au carré. Ceci me donne 6, j'écris donc racine carrée de 6. Je vais à nouveau pouvoir me rendre dans le menu du OneSample t-test. Attention, n'oubliez pas que pour la composante linéaire, on a une hypothèse de type unilatéral. En effet, on s'attend à ce que plus le temps de présentation soit important, plus le nombre de chiffres qu'on est capable de restituer soit également important. Autrement dit, on pense que la moyenne des séries aléatoires à 30 secondes sera plus élevée que la moyenne des séries aléatoires à 10 secondes, et donc on va s'attendre à ce que la moyenne de la variable WA1 soit significativement supérieure à 0. On va tester ceci dans Jamovi. Je me rends dans le menu t-test, OneSample t-test. Je fais passer la variable WA1 et je spécifie bien comme hypothèse m'attendre à ce que la moyenne de cette variable soit significativement supérieure à 0. Voici le résultat. Vous pouvez noter qu'on a une p-valeur qui est inférieure au risque alpha et m'amène donc effectivement à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Ce qui me conforte dans l'idée que la moyenne de la variable WA1 est significativement supérieure à 0. Aux normes épiées, j'écrirai que la statistique t associée à 9 degrés de liberté est égale à 4,636 et est associée à une p-valeur qui est inférieure à 0,001, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Pour W2i, qui se rapporte à la composante quadratique de l'effet simple, j'ai une hypothèse de type bilatéral. Je vais donc faire passer la variable WA2 et spécifier comme hypothèse m'attendre à ce que la moyenne de cette variable soit significativement différente de 0. Vous pouvez noter que j'ai une p-valeur qui est supérieure au risque alpha et m'amène donc à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. Aux normes épiées, j'écrirai que la statistique t associée à 9 degrés de liberté est égale à 0,190 et est associée à une p-valeur de 0,853, ce qui est supérieur au risque alpha et amène donc à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. En conclusion, le fait que la moyenne de la variable WA1 soit significativement supérieure à 0 et que nous n'avons pas pu démontrer de différence significative entre la moyenne de WA2 et 0 me conforte dans le fait qu'il y a bien une composante linéaire pour les séries aléatoires qui soit telle que pour ces séries en particulier, plus le temps de présentation est important, plus le nombre de chiffres qu'on est capable de restituer sera également important. Nous venons d'étudier l'effet du temps pour les séries aléatoires et nous allons faire exactement la même chose pour les séries ordonnées. Le principe sera identique. Nous allons nous centrer sur les 3 mesures répétées qui se rapportent à des séries ordonnées et nous allons créer les variables WO1, O pour ordonnée, et WO2. De nouveau, il faut garder à l'esprit que pour la composante linéaire, soit pour la variable WO1, on s'attend à ce que la moyenne soit significativement supérieure à 0 et donc on définira des hypothèses unilatérales pour le OneSample t-test qui sera effectué sur la variable WO1. Je retourne dans le menu et je vais commencer par créer ces variables. Je crée une nouvelle variable via New Computed Variable, j'appelle cette variable WO1 et je vais pondérer les mesures répétées respectivement par moins 1, 0 et 1, ce qui donne moins ordonnée 1 plus 0 fois ordonnée 2 plus ordonnée 3. Le tout sera divisé par la racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré, ce qui donne 2. Voilà pour la variable WO1. Je vais à présent créer la variable WO2. Et cette fois, les mesures répétées qui se rapportent aux séries ordonnées vont être pondérées respectivement par moins 1, 2 et moins 1. Ce qui donne moins ordonnée 1 plus 2 fois ordonnée 2 moins
ordonnée 3. Le tout sera divisé par la racine carrée de moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus moins 1 au carré, égale 6. Je vais retourner dans le menu du OneSample t-test en cliquant sur la sortie du test. Et je vais placer la variable W01 dans la zone Dependent Variables et bien spécifier m'attendre à avoir une hypothèse de type unilatéral. Je m'attends à ce que la moyenne de W01 soit significativement supérieure à 0. Voici le résultat obtenu. Vous pouvez noter qu'à nouveau, on a une p-valeur qui est inférieure au risque alpha et nous amène à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Aux normes épiées, on notera que la statistique t associée à 9 degrés de liberté est égale à 2,689 et est associée à une p-valeur de 0,012, ce qui est inférieur au risque alpha, et m'amène donc à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Pour la variable WO2, j'ai une hypothèse de type bilatéral. Je vais donc spécifier m'attendre à ce que la moyenne de la variable soit significativement différente de 0. Et vous pouvez noter que pour ce test, on a une p-valeur qui est supérieure au risque alpha et nous amène donc à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. Aux normes épiées, on notera que la statistique t associée à 9 degrés de liberté vaut 0,361 et est associée à une p-valeur de 0,726, ce qui est supérieur au risque alpha et amène donc à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. En conclusion, le fait que la moyenne de la variable WO1 soit significativement supérieure à 0 et que nous n'avons pas pu démontrer que la moyenne de WO2 différait significativement de 0 nous amène à nous conforter dans l'idée qu'il y a bien un effet linéaire du temps pour les séries ordonnées qui soit tel que plus le temps de présentation augmente, plus le nombre de chiffres qu'on est capable de restituer va augmenter également. Notez que même si tant pour les séries aléatoires que pour les séries ordonnées, on observe que plus le temps de présentation est important, plus on sera capable de restituer deux chiffres, le fait que l'interaction entre les facteurs type et temps soit significative nous amène automatiquement à comprendre que l'effet ne sera pas similaire suivant que l'on présente des séries aléatoires ou ordonnées. On peut constater que la moyenne de la variable WA1 est supérieure à la moyenne de la variable WO1. En effet, la moyenne de la première variable vaut 1.202 et la moyenne de la deuxième variable vaut 0.495. Puisqu'on sait que la moyenne de ces variables correspond au coefficient associé à la composante linéaire du temps pour les séries aléatoires à gauche et pour les séries ordonnées à droite, on comprend que cette composante linéaire est plus marquée pour les séries aléatoires. Autrement dit, s'il est toujours vrai que plus le temps de présentation est important, plus on sera capable de restituer deux chiffres, on peut noter que c'est particulièrement marqué lorsque les séries sont de type aléatoire. On va à présent étudier l'effet du type de série séparément pour chaque temps de présentation. Nous allons donc comparer les séries aléatoires et ordonnées séparément lorsque le temps de présentation est de 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes. Attention, gardez à l'esprit que pour tous ces tests, nous aurons des hypothèses de type unilatéral, puisqu'on spécifie s'attendre à ce qu'on soit capable de restituer plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires. Il n'y a pas besoin de créer des variables W dans la mesure où le facteur type ne contient que deux modalités. On peut donc directement passer par le menu du Paired Sample t-test. On va pouvoir réaliser tous les Paired Sample t-tests d'un coup dans la mesure où on aura le même type d'hypothèse pour chaque comparaison. Je vais commencer par sélectionner les variables aléatoires à 10 secondes et ordonnées à 10 secondes, et je les fais passer simultanément dans la zone Paired Variable. Je vais ensuite faire la même chose avec les variables aléatoires 2 et ordonnées 2 qui correspondent aux séries à 20 secondes. Et enfin, je vais faire la même chose avec les variables aléatoires 3 et ordonnées 3 qui correspondent aux séries lorsque le temps de présentation est de 30 secondes. Et pour chaque comparaison, je vais spécifier comme hypothèse m'attendre à ce que la moyenne de la première mesure soit inférieure à la moyenne de la deuxième mesure. En effet, on s'attend à ce que la moyenne soit supérieure pour les séries ordonnées. Cela revient donc à choisir cette option. Si on regarde d'abord ce qui se passe à 10 secondes, on notera que la statistique t associée à 9 degrés de liberté vaut moins 3.354 et est associée à une p-valeur de 0.004, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Lorsque le temps de présentation est de 10 secondes, on observe qu'on sera capable de restituer plus de chiffres avec des séries ordonnées qu'avec des séries aléatoires, conformément à nos attentes. Si on regarde ensuite ce qui se passe lorsqu'on a 20 secondes, on a une statistique t associée à 9 degrés de liberté qui vaut moins 1.627 et qui est associée à une p-valeur de 0.069,
ce qui est supérieur au risque alpha, et m'amène donc à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. On peut en déduire que l'effet du type de série est moins important lorsque le temps de présentation est de 20 secondes que lorsque le temps de présentation est de 10 secondes. Et si on regarde enfin ce qui se passe lorsqu'on a 30 secondes, eh bien, on notera qu'une statistique t associée à 9 degrés de liberté est égale à 0 et est associée à une p-valeur de 0,5, ce qui amène à ne pas rejeter l'hypothèse nulle dans la mesure où 0,5 est supérieur au risque alpha. Vous pouvez noter que la p-valeur est encore plus grande qu'elle ne l'était à 20 secondes. Tout ceci semble nous conforter dans l'idée qu'effectivement, la différence entre les séries aléatoires et ordonnées tend à s'estomper lorsque le temps de présentation augmente. Nous venons de passer en revue la majorité des étapes à réaliser lorsqu'on fait une analyse ANOVA avec mesures répétées type plan croisé. Comme vous le voyez, dans un premier temps, on décortique correctement l'énoncé pour mettre en évidence le bon type de plan. Ensuite, on définit les hypothèses de recherche. Puisque nous sommes dans une approche a priori, nous avons dû définir des codes contrastes et nous allons créer des variables WKI qui vont permettre de tester la significativité de chacun de ces contrastes. Dans la mesure où il y a plusieurs facteurs et qu'on a des bonnes raisons de suspecter une interaction entre eux, puisqu'on a bien vu que la composante linéaire de l'interaction était significative, eh bien, il fait sens de faire l'analyse des effets simples. Il y a certaines petites choses qu'on n'a pas fait dans cette vidéo. Je n'ai pas défini les équations des modèles compacts et augmentés. Vous trouverez cependant l'information, pour savoir comment vous y prendre, dans la vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Plan croisé, équation des modèles compacts et augmentés exprimés dans la métrique Y. Je n'ai pas non plus parlé du coefficient de corrélation intraclasse, parce qu'en fait, il s'agit exactement de la même technique que celle qu'on a vue pour les plans nichés. Je vous renvoie donc à la vidéo sur les plans nichés, dans laquelle je traitais des coefficients de corrélation intraclasse. Il me reste donc juste à montrer comment établir complètement le tableau de décomposition de la variance, ce que je ferai dans une autre vidéo. Bon courage donc pour la suite et à bientôt.